Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je crois, était assez attendue. C'est bien entendu la vidéo de Lunasa version 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai déjà fait des vidéos sur tous les sabbats, en tout cas les 8 sabbats de la roue de l'année traditionnelle, dont le fameux sabbat de Lunasa. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous la mets juste là, puisque je les conserve sur ma chaîne. Mais j'ai eu envie cette année de les reprendre pour en faire une version beaucoup plus centrée sur les origines historiques, archéologiques et reconstructionnistes de ces festivités. Donc c'est ce qu'on va faire avec Lunasa aujourd'hui, on va essayer de revenir à ses origines puisque c'est une fête qui est attestée dans l'histoire, donc on a pas mal de choses à regarder là-dessus. Alors aujourd'hui, quand on parle de Lunasa, on a vraiment l'image d'une fête des moissons où on fait un festin avec les récoltes, mais en réalité, à l'origine, la fête, elle était assez différente de cette image-là, qui est en fait une image assez tardive, qui nous vient d'une récupération et d'une dérive folklorique de la fête bien après la christianisation, plutôt aux alentours du XVIIIe siècle, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus récent. Mais la fête à l'origine, elle avait une dimension assez différente et on va essayer de reconstituer tout ça. Alors on sait que cette fête, elle avait des origines celtes, on sait que dans nos fameux 8 sabbats, il en est 4 qui sont des fêtes attestées par les calendriers celtes, qui sont donc les sabbats d'Imolc, de Beltane et bien entendu de Samhain, et puis de Lunasa également. Donc c'est attesté par plusieurs textes, notamment en Irlande, parce que c'est là où on a conservé le plus de textes, mais on a des preuves que c'était probablement une fête qui était pan-celtique et qui était également fêtée sur le continent, mais on a beaucoup moins de documentation écrite à ce sujet-là, c'est la raison pour laquelle on a surtout des sources irlandaises. Mais bon, les Irlandais n'ont rien inventé, sachant que les Celtes sont arrivés en Irlande bien après avoir colonisé l'Europe de l'Ouest. Par conséquent, on a quand même des choses qui sont en général inscrites dans une continuité. Donc ce qui a été fêté en Irlande, il est probable que ça ait été issu du celtisme de base, qui était un celtisme indo-européen, pour simplifier à l'extrême. Bref. Alors le nom de Lunasa, on sait qu'il signifie assemblée de loups, donc du dieu loup, qui s'écrit effectivement L-U-G-H, mais ça ne se prononce pas Lug, ça se prononce bien loup. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo sur les mots qu'on prononce toujours mal, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets là, où j'en parle et où on se rappelle que le GH en anglais, la plupart du temps, il ne se prononce pas, comme dans le mot 8, qui veut dire 8, on ne prononce pas le GH. C'est la même chose pour notre ami loup. Alors, au sujet du dieu loup, il faut savoir que lui aussi, il est souvent assez mal compris. Aujourd'hui, on nous donne l'image d'un dieu soleil, alors qu'en réalité, il est probablement bien plus complexe que ça. C'est un dieu qu'on appelle généralement un pluritechnicien, c'est-à-dire qu'il est à la fois guerrier, forgeron, guérisseur, barde, stratège, bref, il sait tout faire. En réalité, si on devait lui donner une casquette, ce serait plutôt celle de dieu roi, de dieu souverain, qui incarne en réalité la souveraineté, la royauté chez les Celtes, et en particulier, pour le cas de loup, chez les Irlandais. C'est la raison pour laquelle également, en Gaule, la capitale a longtemps été Lugdunum, qui est aujourd'hui la ville de Lyon. S'il y a des Lyonnais et des Lyonnaises parmi vous, vous pouvez avoir votre petit moment de fierté. C'est une ville qui a probablement été nommée en référence au dieu loup. Pourquoi ? Parce que c'était la ville la plus importante où se tenait la réunion des rois. Donc, pour revenir à nos moutons lunasiens, la fête de Lunasa, elle est attestée dans plusieurs textes, même si on n'a pas de description franchement liturgique, parce qu'elle est absente des grands textes épiques, des grandes épopées. Autant on va nous parler souvent de Beltane et de Samhain, quelques fois d'Imolc, mais alors Imolc, on verra, on va s'arracher les cheveux au mois de février, enfin au mois de janvier du coup, parce que vous l'aurez au mois de janvier la vidéo, je pense qu'on va peigner là-dessus, mais en tout cas, en tout cas les festivals de Beltane et de Samhain sont largement abordés dans les textes mythologiques et les textes épiques, c'est pas le cas de Lunasa. En réalité, Lunasa, on a quelques références, mais qui sont essentiellement dans des textes géographiques. Et oui. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors on a quand même quelques sources, on a notamment un manuscrit qui s'appelle le manuscrit Egerton 1782 folio 56A pour être précise, qui nous dit qu'elle se tient le jour de la maturité de tous les fruits. Ce qui ne nous donne pas beaucoup d'indications, si ce n'est que c'est une fête estivale. Fort heureusement pour nous, on a d'autres sources qui vont beaucoup plus loin que ça et qui vont être beaucoup plus précises en nous donnant une date
beaucoup plus resserré. Alors les sources les plus importantes, elles sont dans 2 textes poétiques et en prose, qui sont les Dingenras, qui sont donc, qui veut dire en fait histoire des forteresses. Dinchenras, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi, Dinchenras, si je le prononce correctement. Dinchenras. Mon gaélique est très rouillé. Bref, en tout cas, on a 2 passages de ce long texte géographique, puisque c'est un texte qui nous parle de différents lieux, et on a 2 lieux en particulier qui nous parlent de Lunasa. Ces lieux sont Talche et Karman, et ils nous décrivent en fait des fêtes qui avaient lieu à cet endroit-là. On a une description assez poussée, notamment en ce qui concerne les règles. Ce qui revient principalement, ce sont 3 grands interdits. Y venir fidèlement mais sans se hâter, regarder par-dessus son épaule gauche en partant, sachant que ça c'était une pratique magique et religieuse qui visait à jeter un mauvais sort à l'endroit que l'on quittait, et enfin y arriver après le coucher du soleil. Donc on a vraiment l'idée d'une fête dans laquelle on doit s'investir. Y venir fidèlement sans se hâter, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arriver en retard, il faut arriver au bon moment. Et y arriver après le coucher du soleil, même chose. Ça veut dire que si on ne profite pas de la fête diurne, eh bien ça ne sert à rien. Donc on a l'idée d'une fête qui se tenait en plein jour, qui était obligatoire, et pendant laquelle on n'avait pas le droit de jeter des mauvais sorts aux gens. On va voir un petit peu plus loin dans ces textes-là qu'en réalité il y a bien plus de règlements par rapport à ça, et qu'on est vraiment dans une festivité qui va être assez particulière. Alors pour ce qui concerne le premier lieu, Telche, on s'imagine souvent que... alors il y a certains textes qui nous disent que ce lieu, Telche, tient son nom de la nourrice de loup, qui est probablement en réalité une allégorie de la terre, du pagus, plutôt qu'une véritable déesse. Et on nous dit qu'elle mourut au calendes d'août. Les calendes, dans le calendrier romain, c'est le premier jour du mois. Donc on est bon, on a notre date, c'est le 1er août. On nous précise même que c'était un lundi. C'est vous dire jusqu'où on va. Donc un lundi, 1er août. Voilà, la nourrice de loup serait morte à ce moment-là. Alors le fait qu'elle soit morte à ce moment-là, en réalité, c'est probablement une allégorie d'une récolte ou d'un labour, puisqu'on tue symboliquement la terre en arrachant ses fruits. Mais on est bien d'accord qu'on ne la tue pas vraisemblablement. On est d'accord, même si on n'a pas vraiment de preuves de ce côté-là, mais on peut le supposer. En tout cas, on sait que cet événement marqua le début d'une assemblée régulière à cet endroit et à cette date. Alors on pense aujourd'hui, alors ce texte-là il est postérieur bien entendu à l'époque celte, bien sûr, en réalité on pense aujourd'hui que Telche c'est pas un lieu qui doit son nom à une déesse, mais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire une déesse qui a émergé d'un toponyme. Ça c'est une idée qu'on retrouve assez souvent dans la mythologie celte. On n'oublie pas par exemple que l'Irlande a été personnifiée sous les traits d'une jeune fille par exemple. Donc c'est pas quelque chose qui doit nous étonner, et il est probable que la déesse Telche telle qu'on nous la présente aujourd'hui, c'est une vision qui est beaucoup de très loin postérieure au lieu en question, qui était vraisemblablement un haut lieu de la souveraineté à l'époque celte. Alors si on s'attarde sur les textes de Geoffrey Keating dans son History of Ireland, il nous dit que c'est en l'honneur de Telche, effectivement, que Lugh instaura les jeux de l'assemblée de Telche, qui duraient donc 15 jours avant Lunasa et 15 jours après, donc un mois entier, en faisant un parallèle avec les Olympiades grecques, donc les ancêtres des Jeux Olympiques. Alors il s'est peut-être un peu avancé, mais on va voir que pas tant que ça, il y a peut-être une idée par rapport à ça, parce qu'on y retrouve des jeux et on y retrouve des choses qu'on peut retrouver un peu dans les fameuses Olympiades grecques. Il ajoute également que le jour de Lunasa, donc au calendes d'août, tombait le même jour que la fête chrétienne de Saint-Pierre aux Liens. Donc là encore, on est bien assuré par rapport à notre date. Donc le texte nous dit, je vous le cite, que c'était une assemblée sans blessure, sans mensonge de quiconque, sans injure, sans querelle, sans pillage, sans contestation, sans réclamation, sans assemblée légale, sans évasion, sans arrestation. Une assemblée sans reproche, sans ruse, sans injure, sans honte, sans dispute, sans saisie, sans vol et sans rachat. Si vous voulez vérifier, c'est aux strophes 15 et 16 de ce fameux texte, des fameux Dinchenras. Alors ça nous indique que pendant cette fête régnait un climat de paix, de bienveillance, de convivialité, une pause dans la guerre, dans les conflits et dans le règlement de la justice. Donc on est vraiment dans l'idée d'un petit break pendant lequel on se détend et on profite avec les amis dans une ambiance extrêmement joviale et détendue. On nous dit également dans les 2 strophes suivantes, là aussi je vous le cite, « Les hommes ne vont pas au terre-plein des femmes, les femmes ne vont pas au terre-plein des hommes beaux et purs. »
rien que ça. Mais chacun est à la place de son rang à l'endroit de la grande assemblée. C'est la grande amitié de l'assemblée par l'Irlande et l'Écosse que les hommes y aillent et en viennent sans aucune inimitié méchante. Donc là, on a l'idée de gens qui ne se mélangent pas forcément pour autant, c'est convivial, mais on reste quand même chacun à sa place, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, chaque rang avec ses homologues, mais quand même dans une ambiance extrêmement détendue, extrêmement conviviale. Donc on est quand même dans l'idée que tout le monde va se rassembler. Ce qu'on nous dit ici, c'est pas tellement pour parler du clivage entre les rangs sociaux et entre hommes et femmes, mais plutôt dans l'idée de se dire que si chacun reste avec les siens, c'est parce que tout le monde est là, en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui rassemble absolument tout le monde, pas seulement une classe. On a bien les 3 classes de la société, donc les classes sacerdotales, qui sont les classes religieuses, la classe souveraine, donc les dirigeants, les rois, les princes, etc., et la classe productrice, qui sont donc les agriculteurs, les artisans et le reste du peuple. Donc tout le monde est là, chacun reste à sa place, certes, mais on est quand même tous là, et on est dans un climat plutôt sympathique. On a donc la date fixe et les principes essentiels. C'est une fête obligatoire, tout le monde est là, tout le monde doit venir, et c'est une notion qu'on retrouve également pour les fêtes religieuses. Beltane et Samhain étaient également, on le sait, des fêtes obligatoires. On n'a pas la preuve pour Imbolc, mais on le suppose parce qu'elle s'inscrit un petit peu dans la même lignée. Et si on évite cette chose-là, si on n'y vient pas, ou si on ne la célèbre pas, on s'expose à des calamités. Ce qui n'est pas foufou. Alors, ça dépend, la gravité, elle est différente en fonction du festival. Samhain, qui était le plus important, c'était carrément la mort et les épidémies. Là, on est sur des choses un petit peu plus relaxées, on le verra plus tard. Mais quand même, il vaut mieux y être. C'est plutôt conseillé. Et la charge de ces festivités, elle est confiée au souverain régnant, qui officie en fait en tant que successeur parfaitement, de Loup. Donc, contrairement à Samhain, on sait qu'on n'est aucune assemblée légale et que c'était juste une fête d'amitié et de paix. Alors, on a d'autres variantes de ce texte-là, qui sont en prose cette fois, qui nous proposent d'autres interdits encore, mais qui sont en lien direct avec les premiers. Donc, on nous dit qu'il ne faut pas porter de lance. Alors évidemment c'est un nom général pour dire qu'on ne portait pas d'armes en règle générale, mais c'est aussi parce que la lance c'est l'arme emblématique de Loup, c'est l'arme du roi, et que c'est le roi qui est chargé de maintenir la paix. Interdiction également de venir sans mettre pied à terre, donc sans descendre de son cheval. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de suivre une procession à cheval, on va y être entièrement, on va s'arrêter, on va profiter de la fête et on va s'y investir. Interdiction également de quitter la fête même pour prendre un repas. Ce qui veut donc dire que le festin n'était absolument pas au centre de la fête et il n'y en avait probablement même pas. D'ailleurs, on a des preuves de certaines festivités de Lunasa qui étaient plutôt dans l'idée de promouvoir le jeûne. Le jeûne, que je le prononce correctement, le jeûne. Interdiction également de nuire aux bestiaux d'autrui. Alors pourquoi aux bestiaux ? Eh bien tout simplement parce que la rafle du bétail était généralement associée à une déclaration de guerre, comme on le retrouve notamment dans le fameux mythe irlandais de la razzia des vaches de Cooley. Alors on a la deuxième partie, donc la partie du poème qui nous parle du lieu de Caraman, qui nous présente en fait une fête relativement similaire, sauf que le texte s'attarde un petit peu plus sur les activités qu'on pouvait y mener, notamment les jeux, et précise bien cette fois-ci qu'on devait jeûner à ce moment-là. Donc on nous parle de jeux de femmes et de jeux d'hommes, des jeux qui étaient réglés par des clans et des cantons, des jeux équestres, des courses de chevaux, le tout présidé par le roi. On nous parle également de concours de musique et de concours d'éloquence, où chacun pouvait participer, quel que soit son niveau en musique et en éloquence. Donc c'était pas ouvert seulement aux bardes et aux philides, c'était ouvert absolument à tout le monde. Et ceux qui ne venaient pas étaient frappés d'orgueil et de vieillissement prématuré. Valait quand même mieux être là, ou avoir une très très bonne excuse. On sait également qu'à l'occasion de Lunasa se tenaient des foires et des échanges commerciaux, des mariages, soit temporaires, soit définitifs, et que toutes les classes sociales, je vous l'ai dit, devaient y participer sans aucune distinction. Mais contrairement à Beltane et à Samhain, nulle part on a mention d'un sacrifice ni d'un culte religieux proprement dit. C'était donc probablement une fête laïque en l'honneur du principe de royauté incarné par Loup, mais on sait qu'on n'honorait pas directement Loup, en tout cas qu'on ne lui faisait pas d'offrande, ni de sacrifice, ni de prière, ni d'oraison particulière, qu'il était simplement représenté par le roi terrestre qui régissait un ensemble de jeux dans lequel c'était plutôt la bonne humeur qui allait régner et la bienveillance. Donc on n'est pas du tout dans une optique religieuse. D'ailleurs, c'est sûrement grâce à ça que la fête ne fut pas éradiquée par la chrétienté au cours de la christianisation.
puisque on n'y voyait pas vraiment de danger concurrentiel, on va dire. Après la christianisation, elle a dérivé pour devenir une simple fête agraire, ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui on a l'image de fêter les moissons à ce moment-là, alors que c'était vraiment quelque chose qui était à l'arrière-plan pour la fête d'origine. Donc au cours des XVIIe et XVIIIe siècles notamment, on sait que c'était une fête de fin d'été, début d'automne, qui se tenait entre le premier dimanche d'août ou le dernier dimanche de juillet, ça dépendait des fois. Mais voilà, on avait vraiment l'idée de faire un festin avec les gens, de fêter la moisson, etc. Et c'est une fête qui a été beaucoup moins impactée par le bouleversement suite à la mise en place du calendrier grégorien en Grande-Bretagne en 1752, contrairement aux autres fêtes mobiles qui, elles, ont beaucoup souffert. Donc c'est une fête qui était relativement détachée en fait du reste du calendrier liturgique, qui était un petit peu à part. En gros, c'était une fête populaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette image extrêmement réjouissante et extrêmement populaire du coup de la fête de Lunasa. Ça vient en fait de là et pas des origines celtiques. Donc traditionnellement, cette évolution de Lunasa, elle rassemblait plusieurs communes sur un lieu souvent en hauteur ou sur un lit préhistorique en hommage au folklore celtique, non pas pour protéger les récoltes à venir comme on a pu le penser, mais surtout pour profiter de l'abondance qu'elles apportaient, donc plutôt manger, ripailler, avec les voisins, avec les gens du village, etc. Donc on avait des jeux, on avait des danses, on avait des festins, on avait des foires, de la musique, des concours, des mariages, le plus souvent sous l'égide d'un saint, très souvent Saint Patrick lui-même, en Irlande du moins. Du coup, on est plutôt dans une fête qui était peu impactée finalement par l'aspect religieux, même si on en mettait quand même un peu partout, parce que voilà, il fallait quand même en ajouter. Donc étant donné que c'est une fête non religieuse, elle est sans doute celle qui a le mieux survécu jusqu'à nous, celle qui a été le moins combattue, même si on se doute bien que aujourd'hui, fêter la fête telle qu'elle était à l'époque celte, c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Simplement parce que c'est une fête qui fête la royauté, et que la royauté aujourd'hui, on n'en a pas grand chose à faire. On n'a plus de roi, ou en tout cas on n'a pas un roi qui a l'image nationaliste très importante qu'avait le roi dans la société celte. Dans la société celte, le roi était le représentant de son peuple, il était le protecteur et la tête du peuple, mais dans une optique à la fois sacrée et à la fois politique. Nous, on n'a plus du tout cette vision des choses, du coup, fêter Lunasa sous cette image-là, ça n'a pas grand intérêt. C'est la raison pour laquelle, j'imagine, on a beaucoup plus d'inspiration à aller puiser dans la version 18e siècle de la fête, qui elle est une fête des récoltes et des moissons, et qui est beaucoup plus proche finalement de ce qu'on pourrait attendre d'un festival à cette époque de l'année, et des préoccupations actuelles. Donc fêter l'abondance, fêter la terre en tant que terre nourricière, etc., etc. Du coup, on a vraiment cette idée de quelque chose qui va être beaucoup plus détaché, mais il faut quand même garder en tête que c'était pas ça à l'origine, que l'essence de Lunasa, c'était vraiment de célébrer la royauté et la paix. Alors comment est-ce qu'on peut fêter ça malgré tout ? Eh bien on peut tout simplement s'inspirer de cette optique de bienveillance, de paix et de jeu qu'on retrouve dans la trame de fond du festival original de Lunasa. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ce jour-là promouvoir la paix, promouvoir le cessez-le-feu, enterrer la hache de guerre, donc essayer pourquoi pas de travailler sur les conflits, mais non pas pour travailler à leur résolution, mais plutôt pour mettre un break ce jour-là à nos conflits et voir si ça peut pas les résoudre naturellement. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose, proposez à cette personne ce jour-là d'enterrer la hache de guerre, de faire comme si de rien n'était et d'être dans une optique extrêmement amicale, et bien peut-être que ça peut ensuite dénouer la relation, amener à un dialogue et amener pourquoi pas à une résolution du conflit. Ça peut être une option. En tout cas, on essaye de travailler sur cette idée-là, de ne dire du mal de personne ce jour-là, de n'entrer dans aucun conflit, de ne pas prendre part à une discorde quelle qu'elle soit, de ne pas entamer une dispute, de ne pas répliquer, non pas dans l'optique de se taire et de tendre l'autre joue, mais plutôt dans l'optique de mettre les choses en pause et de profiter de cette journée comme étant une journée sans conflit. Ce qui peut des fois être assez salutaire. On peut également en profiter pour organiser des jeux, pourquoi pas des jeux en lien avec la musique, comme on sait que c'était le cas à l'époque celte. Donc pourquoi pas faire une mini fête de la musique le 1er août,
ça peut être sympathique, ou pour partager la musique avec vos proches. Pourquoi pas faire des concours d'éloquence aussi, des jeux de parole, des jeux de société, des jeux sportifs également. On sait qu'il y avait des compétitions sportives, hein. Geoffrey Keating nous parle des Olympiades, d'un parallèle avec les Olympiades, c'est pas pour rien, hein, c'était des jeux sportifs, donc on se doute par ce parallèle-là qu'il y avait des affrontements sportifs amicaux, c'est important de le préciser, au moment de Lunasa, donc c'était pas des compétitions avec des gagnants et des perdants, on jouait pour jouer et non pas pour gagner, donc on est plutôt sur cette idée-là. Au niveau de la date, vu qu'on a quand même une date qui est assez ferme, c'est quand même assez intéressant de fêter Lunasa au 1er août. Cela étant dit, pas mal de personnes aiment bien fêter les sabbats celtiques au moment du mi-point entre les équinoxes et les solstices. Ça se défend également puisqu'on sait qu'aujourd'hui nos mois ne correspondent plus aux mois du calendrier original, en tout cas du calendrier de Coligny. C'est-à-dire que le 1er août pour nous, c'était très certainement pas le 1er août pour le calendrier de Coligny. Alors il y a des personnes qui s'amusent, c'est pas du tout un amusement parce que c'est très sérieux et c'est énormément de travail, donc bravo à eux, en tout cas qui se sont donnés pour mission de faire une équivalence en tenant compte donc du décalage du calendrier grégorien et de la précession des équinoxes, pour essayer de voir aujourd'hui quel jour correspondrait au calendrier, à l'un des calendriers celtiques. Généralement on prend le calendrier de Coligny parce que c'est le plus documenté, le mieux connu. Alors si vous avez la patience et le courage de le faire, faites-le. Ça peut être intéressant, mais personne ne vous en voudra si vous ne vous attaquez pas à un morceau aussi important. Pour le mi-point, en général, on prend le jour qui tombe pile au milieu de l'intervalle compris entre le solstice d'été, donc à Lissa, et l'équinoxe d'automne à Mébonne. Cette année, donc en 2023, si jamais ça vous intéresse, c'est le 7 août. À vous de voir quel jour vous préférez le fêter. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein. C'est pas des choses qui sont de toute façon... on n'a plus le même calendrier qu'à l'origine, donc on ne peut pas dire qu'on le fête à une mauvaise date. Aujourd'hui, on considère que Lunasa, c'est le premier sabbat d'une série de 3 qui sont consacrés aux moissons, aux récoltes. Donc on a plutôt les céréales et les fruits au moment de Lunasa. On va plutôt avoir les racines et les légumes au moment de Mébonne, et on va avoir alors c'est pas une récolte, mais l'abattage des animaux au moment de Samhain. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, on a pas mal de traditions aujourd'hui qui sont liées au cycle des céréales, puisque c'est à cette époque-là que la moisson des céréales est censée se faire. Je dis bien est censée se faire, parce que ce sont des écrits, là en l'occurrence, qui datent un petit peu, hein, qui sont récupérés en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, des traditions du XVIIIe siècle. Or, les saisons ont changé, il y a eu un réchauffement climatique, on est bien placé pour le savoir, qui est naturel mais qui a été de toute façon dramatisé par l'activité humaine. Bon, c'est pas le débat, mais disons que c'était dans l'ordre des choses, mais qu'on l'a méchamment aggravé, bref. Mais en tout cas, aujourd'hui, les moissons, elles se font plutôt mi-juillet, voire début juillet dans certaines régions. Donc, ne vous affolez pas si dans votre région tout a été moissonné à Lunasa, c'est dans l'ordre des choses, naturellement. Cela dit, ça ne vous empêche pas de fêter les céréales en travaillant là-dessus, pourquoi pas en confectionnant du pain ou en confectionnant un repas qui est à base de céréales, puisque la céréale, ça on l'a vu longuement dans Une année en magie, il y a 2 ans je crois, on avait parlé dans la saison 2, donc il y a 3 ans, dans la saison 2 on avait parlé justement des céréales et de leur rôle civilisateur, donc de l'impact qu'elles ont joué dans l'installation de la civilisation humaine. C'est sans doute grâce aux céréales que nous sommes devenus une société en tant qu'être humain, puisque c'est la culture des céréales qui a poussé l'être humain à passer du nomadisme à la sédentarisation, donc c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans l'évolution humaine. Du coup, ça peut être intéressant de fêter ce principe-là à ce moment-là, puisque le cycle des céréales est très important par rapport au cycle humain, déjà parce qu'il lui ressemble avec la vie, la mort et la renaissance, hein. Le grain qui donne la tige, qui va ensuite être fauché pour nourrir d'autres êtres vivants, mais aussi parce qu'on a cet aspect extrêmement civilisateur de la céréale qui peut être très symbolique et qui peut être intéressante à mettre en place à ce moment-là.
Donc en résumé, Lunasa, on va faire une petite pause, une petite parenthèse joyeuse, calme, insouciante avant de rentrer dans la saison sombre. On laisse les conflits, on laisse les rancunes, on laisse les angoisses et on fait la fête, on profite de ses amis, on profite du bien-être et des bienfaits de cette période-là et on va célébrer en fait la vie tout en gardant à l'esprit bien entendu que la mort est omniprésente puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est une évidence. Alors au niveau des symboles qu'on peut retrouver dans ces fêtes, version moderne, puisque c'est pas du tout la fête telle qu'elle a été fêtée par les Celtes. Dans la version moderne, on y retrouve évidemment des céréales, bien sûr, une idée des travaux des champs, notamment le vannage, l'opération qui consiste à séparer les grains du reste du végétal que l'on ne consomme pas. Alors bien sûr, on n'est pas tous à vanner nos champs, on est bien d'accord, mais ça peut être quelque chose de symbolique, faire le bilan, voir ce qu'on a vanné dans l'année, ce qu'on a récolté, bref, les bienfaits, les choses qui nous nourrissent, et puis laisser de côté les choses qui nous sont devenues inutiles, voire désagréables. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Généralement, on a une omniprésence du feu, des chandelles et des flambeaux en tant que symbole solaire, puisque on est quand même en été, donc on a une omniprésence du pouvoir solaire à ce moment-là. On sait que Lou avait des attributs solaires, donc c'est pas inconvenant de mettre les dieux solaires à l'honneur à ce moment-là, même si la fête originale de Lunasa n'était pas une fête religieuse, mais c'est pas quelque chose qui est contradictoire, on va dire. En tout cas, on a aussi des spectacles, on a de la musique, on a des jeux, on a du sport, on a du partage, bref, on a toute cette idée-là qui peut être intéressante à mettre en place et qui peuvent être assez sympathiques et assez prolifiques, on va dire. Bref, c'est l'occasion de travailler sur les relations, sur le social, travailler sur la paix, travailler sur le pardon, travailler sur l'honnêteté, travailler sur la bienveillance, ça c'est toujours intéressant, mais aussi sur l'abondance, sur la chaleur, sur les grâces qu'on peut rendre pour les bienfaits qu'on a reçus dans l'année, pourquoi pas en faire une liste qu'on peut conserver pour l'année d'après, pour faire le bilan, pour voir comment on a évolué, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et bien entendu pour la cuisine, si on est dans l'optique de fêter l'abondance de la terre, bien sûr. Alors au niveau pratique, au niveau magique, donc là on est vraiment dans du néopaganisme, il faut savoir qu'à Lunasa, généralement on considère que les énergies sont assez fortes, puisqu'il fait chaud, il y a beaucoup de lumière, surtout cette année, en plus on a Lunasa qui va tomber en même temps que la pleine lune, dans un mois où on va avoir une lune bleue à la fin du mois, donc ça risque d'être assez musclé. En tout cas les énergies sont quand même assez éclatantes à ce moment-là, donc c'est pas forcément le moment de faire de très grands rituels. Moi j'aime bien justement ne pas pratiquer à Lunasa parce que les Celtes justement ne pratiquaient pas à ce moment-là, donc ça peut être le moment de faire une pause dans sa magie, justement, pour une fois. Il y a assez d'énergie dehors et en nous sans venir en rajouter, donc pourquoi pas privilégier alors des charmes très très simples ou alors des petites cérémonies de groupe qui vont plutôt être axées sur la cohésion, la communication des membres, donc pourquoi pas organiser des mariages, des handfasting à ce moment-là, ou des créations de coven aussi. Faire des rituels mais destinés plutôt à la gratitude, pourquoi pas la santé et la guérison si on a envie, la prospérité ou la chance, mais rester dans quelque chose d'assez modeste puisque c'était pas du tout un sabbat liturgique au départ. Donc pourquoi pas en profiter simplement pour marquer le coup en étant en paix avec les gens qui nous entourent et en profitant tout simplement d'être. Parce que quelquefois pratiquer la magie, c'est aussi ne pas faire de magie. Bref, j'espère en tout cas que ce petit retour aux sources de Lunasa vous aura éclairé, vous aura plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Peut-être que vous le saviez déjà tout ça. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous mets également une petite liste d'ouvrages à lire dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouveautés, des dernières sorties. J'essaye de poster une vidéo par semaine le dimanche à 18h. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. On va essayer de faire en sorte de continuer comme ça. Si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi, et pour encore plus de contenu, vous pouvez aussi rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon, où vous recevrez tous les mois des contenus exclusifs qui peuvent aller jusqu'à un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos quand même pour encore plus de moi et surtout pour mettre encore plus de magie dans votre quotidien.
Merci infiniment de votre soutien, on se retrouve très vite, dimanche prochain du coup, normalement, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout le plus important, restez magique. À très vite, bye!